Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Elena Diaconou, gérante de la librairie française Kiralina à Bucarest, située au numéro 10 de la rue Biselica Hamzei. Après un premier échange, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai voulu l'inviter à nouveau pour qu'elle nous parle des actualités de la librairie, mais aussi de la rentrée littéraire et de littérature au sens large, évidemment. Elena Diaconou a auparavant fait partie de la rédaction française de Radio Romania International et avant cela a passé 7 années en France où elle a notamment travaillé pour le Festival d'Aix et Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Elena Diaconou est également autrice. Elle a publié en 2017 un livre jeunesse intitulé Un chameau par la poste. Et elle est passionnée de radio, en particulier de pièces fiction sonores qu'elle réalise quand elle a le temps. Elena Diaconou, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être une nouvelle fois avec nous au micro du soir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté. Alors, je vous propose de commencer cet entretien par la rentrée littéraire. Mais votre rentrée littéraire, vous me disiez en préparant cet entretien que ça a été plutôt pour vous une rentrée des classes, c'est-à-dire... C'est-à-dire, c'est un peu tous les ans pareil, à la fin du mois d'août, on est vraiment concentré sur la rentrée du lycée français Ana de Noailles de Bucarest. Puisque nous sommes la seule librairie française de Roumanie, les élèves et les familles viennent chez nous pour se fournir en fourniture scolaire. Donc on est vraiment accaparé par la papeterie, les cahiers, les classeurs, les porte-vues, etc. Et après, il y a toutes les lectures scolaires. Les lectures d'été pour ceux qui n'ont pas pris le temps pendant l'été de lire les lectures qu'ils avaient à faire, et puis les lectures qu'ils auront à étudier pendant l'année. Ça veut dire que sur fin août, début septembre, on est vraiment concentré sur l'école, et on laisse un peu de côté la rentrée littéraire, et on revient à ça un peu plus tard. Je pense que c'est propre à beaucoup, si pas toutes les librairies francophones de l'étranger, en étant un peu les seuls à fournir certains ouvrages, on est vraiment là-dessus. Alors qu'en France, il y a tellement de librairies que ça se disons, sépare entre eux, cette demande scolaire très accrue à un moment donné. Et c'est plutôt positif, ce plus d'activités régulières entre fin août, début septembre. C'est positif, et puis c'est aussi, on se dit, c'est un service aussi qu'on rend à nos clients. On n'est pas là, évidemment, dans l'idéal, on serait uniquement avec la tête dans les livres à recommander nos auteurs préférés, les maisons d'édition qu'on admire, etc. Mais le fait est qu'on est aussi sur des lectures obligatoires parfois et sur des choses un peu moins intéressantes comme les cahiers, les classeurs. Et si on peut rendre service à ces endroits-là d'obligation, on se dit qu'il y a plus de chances que nos clients reviennent pour le côté plaisir. Et de fait, c'est un peu ce qui arrive. Très bien. Alors, parlons concrètement de cette rentrée littéraire cette fois-ci. En France, 484 nouveaux romans vont sortir jusqu'à début novembre, 25 de plus que l'année dernière. On entend souvent que les libraires n'ont pas suffisamment de temps pour sélectionner tous ces nouveaux romans et les présenter avec du temps au lecteur. De votre côté, comment faites-vous ? Je comprends que ça va être dans un second temps. On commence déjà pendant l'été à lire sur épreuve certains auteurs. On a des représentants chez les distributeurs en France. Il y a des représentants qui s'occupent de l'export. Donc, ils nous envoient des catalogues avec les sorties à venir. Donc, on sait en amont, 2, 3, 4 mois avant, ce qui va sortir. Il y a des auteurs qu'on connaît, il y a des maisons d'édition qu'on connaît et qu'on respecte. Et donc, on va demander des épreuves. Ça va être des épreuves non corrigées ou bien des formats électroniques qui nous permettent de lire avant la sortie les livres. C'est ce qui se passe aussi en France. C'est le même fonctionnement pour la presse qui peut lire avant la sortie des livres les romans. Donc, c'est quelque chose qui commence en amont. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de sorties que souvent, il y a des choses qu'on aurait envie de lire, mais on n'a pas le temps. Donc, on va plutôt attendre que les livres arrivent en boutique et on va feuilleter. Finalement, on lit beaucoup
en diagonale. On va lire quelques chapitres ou bien on va piocher au milieu du livre, surtout quand les critiques aussi, je suppose que vous... On est beaucoup sur les émissions, moi personnellement sur les émissions de radio, après il y a la grande librairie, après il y a évidemment les critiques papier. Donc c'est une période où on lit, on écoute, on regarde beaucoup d'interventions d'auteurs et puis des critiques qui parlent de la rentrée pour avoir des résumés des livres qu'on n'a pas le temps de lire. Évidemment, on ne peut pas lire autant de livres, aucun libraire va le faire, ni en France ni à l'étranger. Ce qui est important, je pense, c'est qu'on suive, nous, les auteurs qui nous intéressent, qu'on suive les maisons d'édition qui nous intéressent, parce que c'est une sorte de marque du libraire. J'espère que les gens qui viennent à Kiralina identifient nos goûts qui sont assez différents entre nous. C'est-à-dire, on sait que c'est le cas pour pas mal de monde, c'est des gens qui vont être plutôt fans dans les goûts littéraires, dont les goûts littéraires se ressemblent à ceux de Mathieu ou de Roxane ou d'Elena. On est 2 Elena dans l'équipe, ou bien les miens. Et dans ce cas-là, les gens vont plutôt suivre nos recommandations au moment où ils viennent en boutique ou bien quand ils regardent sur les réseaux nos coups de cœur. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important de pouvoir être dans une cohérence de recommandations. Et là, vous êtes complètement dans votre métier quand vous faites ça. C'est un peu la moindre des choses. D'un côté, on aime lire, on est passionné par ça. Et de l'autre côté, on nous attend sur ça. L'édition française, bien que connue par une partie de nos clients, reste quand même largement inconnue en Roumanie et est aussi très vaste. Donc, on va être un peu les passeurs, ceux qui vont avoir quelques informations sur l'offre qui est énorme et on essaie d'orienter nos clients selon ce qu'ils ont envie de lire, ce qu'ils ont déjà aimé, s'ils ont envie complètement de découvrir quelque chose de complètement nouveau et ils nous font confiance. Donc c'est ce rôle de passeur qui est important. C'est d'un côté, il y a nos goûts, nos intérêts, et puis ce qu'on va pouvoir transmettre. Et c'est là qu'on essaie de se situer. Après, je le dis encore une fois, on ne va jamais lire l'intégralité de la rentrée littéraire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être sur certains titres qu'on aime, qu'on a vraiment envie de défendre. Et c'est ce qu'on va faire cette année. C'est une première. Dans une dizaine de jours, on va faire une présentation de la rentrée littéraire à la librairie. On est 4 libraires. On va tous les 4 présenter 3 livres qu'on a beaucoup aimés de cette rentrée littéraire. Et on essaie de cette manière de donner une vue assez large de ce qu'on peut lire cette année dans les sorties récentes, avec les goûts, encore une fois, de chacune et chacun d'entre nous. Donc ça, c'est un événement qu'on pourra lire sur le site, sur votre page Facebook. Tout à fait. Et je rappelle également que si on veut commander un livre à la librairie Kiralina, c'est tout à fait possible. Enfin, moi, j'en fais souvent l'expérience et ça marche très bien. Tout à fait, vous êtes parmi nos clients fidèles. Voilà, et donc... même s'il n'y a pas le livre en librairie, il est tout à fait possible de le commander. Ça, c'est un point aussi important à noter. Fin juin, Elena Diaconou, la fermeture de la librairie indépendante La Doua Bufnice, les 2 hiboux à Timișoara, a fait beaucoup parler d'elle. Comment avez-vous accueilli la nouvelle, tristement j'imagine, et surtout comment cela vous a-t-il fait réfléchir quant à l'avenir de Kiralina? On était au courant de la situation difficile des 2 hiboux depuis un moment. Ce n'est pas nouveau. C'est difficile. Le métier de libraire est difficile pour plein de raisons différentes, mais d'un point de vue vraiment purement économique, c'est un domaine où la marge commerciale est très basse, en Roumanie comme en France. Ce qui veut dire qu'il faut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres pour pouvoir avoir un profit. En France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le prix unique du livre. C'est-à-dire,
acheter un livre dans une librairie indépendante, dans une grande chaîne de librairies ou dans un supermarché, ou bien l'acheter en ligne, il n'y aura pas de différence de prix dans ces différents endroits pour acheter, où on peut acheter nos livres. En Roumanie, ce n'est pas le cas. En Roumanie, acheter en ligne des livres donne droit à des réductions qui peuvent aller jusqu'à 40%. C'est énorme. Ça veut dire qu'une librairie physique a peu de chances de s'en sortir dans un environnement qui est vraiment concurrentiel par rapport aux librairies en ligne. Et en plus de ça, il y a des chaînes de librairies très importantes qui vont couvrir une grande partie du marché physique. Ça veut dire que les librairies indépendantes en Roumanie, déjà, il y en a une poignée, vraiment. On peut les compter. On ne parle pas de dizaines ou de centaines de librairies. Et donc, c'est encore plus difficile. Déjà que c'est difficile à la base, mais pour une librairie indépendante, c'est encore plus difficile. Donc, on était au courant de ces difficultés pour les deux hiboux. On travaille avec elles depuis 8 ans maintenant. Et Oui, parce que, excusez-moi, petit aparté, vous présentez également, il y a des livres en roumain à la librairie Chiralina, il faut le spécifier. Non, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a ouvert un corner de livres en français aux deux hiboux il y a 2 ans et demi. Et d'ailleurs, ça fonctionnait assez bien. Mais non, en Chiralina, on a très très peu de livres en roumain, et c'est surtout des livres d'art. D'accord. Mais du coup, c'est une relation de collégialité où on discutait avec les gérantes des deux hiboux en essayant de conseiller si on peut, de comprendre la situation, d'en parler autour de nous. Mais les problèmes sont structurels en Roumanie et il n'y a pas de vraie volonté publique pour soutenir le domaine du livre. Et donc, les conclusions, c'était ça les conclusions. C'était qu'il fallait fermer pour ne pas creuser une perte qui était chaque mois de plus en plus importante. Nos conclusions à Chiralina par rapport à ça sont un rappel surtout de la fragilité de modèle économique qu'on a. Même si votre situation est particulière, vu que vous êtes une librairie française. On a une énorme chance de travailler dans un... Nos distributeurs sont les distributeurs de livres qui servent les librairies en France. On est donc dans des conditions commerciales qui sont très encadrées par l'État, dans le sens où, encore une fois, la loi du prix unique, qui ne s'applique pas à l'étranger, mais ça veut dire qu'il y a quand même la marge commerciale, c'est un peu technique, que les distributeurs, la remise commerciale que les distributeurs nous concèdent s'applique sur un même prix que les librairies en France, que les librairies en ligne, ou que les géants du en ligne. Et ça veut dire qu'on peut rester compétitif avec Amazon, disons-le. On est compétitif au niveau des prix. On est quasiment sur les mêmes prix à Chiralina et sur Amazon. Ce qui change, par contre, c'est les délais. C'est plus long chez Chiralina. C'est pas très, très long. Personnellement, quand on a envie on peut attendre. On peut attendre quelques jours de plus. Oui et non, dans le sens où il y a quand même cette habitude qui est devenue la nôtre d'avoir ce qu'on souhaite très vite. Le jour même, parfois, le lendemain, le surlendemain, en grand maximum. Quand on dit aux clients c'est 10 jours, c'est 2 semaines, il y en a beaucoup qui disent c'est trop long, je vais commander sur Amazon. Voilà. Mais c'est tellement agréable d'aller faire un tour à la librairie Chiralina parce qu'on n'y va pas simplement pour récupérer un livre, on flâne un petit peu et c'est l'endroit également et donc sur la rue Biselica Amzei, je conseille aux auditrices, aux auditeurs qui ne connaîtraient pas cet endroit d'aller y faire un tour. Je pense qu'il y en a peu qui ne connaissent pas la librairie Chiralina, mais c'est presque aller comme quand on va au musée, c'est pas simplement récupérer un livre.
C'est une expérience, la librairie. Nous, on croit beaucoup à ce modèle. C'est d'ailleurs le modèle qui était promu par la Dorobufnice au de Hibou. C'est la librairie en tant qu'espace physique, en tant qu'espace de rencontre, en tant qu'espace de discussion. Donc, ce n'est pas seulement un endroit qui nous fournit des livres, c'est un endroit où on peut demander conseil, discuter, on peut découvrir, on peut feuilleter, on peut regarder les tables, qu'est-ce qui est mis en avant, on peut parler avec d'autres clients de la librairie, on peut aller à des événements, c'est tellement d'occasions de découverte qu'un site internet ne peut pas offrir. Au maximum, un site internet va dire « Vous avez acheté ceci, il y a des chances que vous aimiez cela ». Et c'est un algorithme qui dit ça, ce n'est pas une personne. Donc si les étiquettes qui décrivent un livre sont les mêmes, il y a des chances que vous aimiez un autre titre, le titre qui suit. Voilà, c'est un peu réducteur. C'est comme si on était fait d'une liste d'étiquettes, une liste pas infinie, mais une liste finie d'étiquettes. Et si tu as aimé ceci, tu peux aimer cela. Et il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de « Ah, je ne connaissais absolument pas, mais j'ai envie d'essayer. » Ou bien je lis, j'entends la recommandation qui m'est faite, je vais lire 2 pages, je vais voir si ça m'intéresse. Tout ça est possible dans un espace physique et n'est pas possible en ligne. Ce que vous dites, ça me rappelle, je crois que c'était l'année dernière, vous m'avez conseillé un livre qu'un algorithme ne m'aurait jamais conseillé. Donc, vous m'avez poussé à lire un livre que j'ai bien apprécié, ce qui n'était pas du tout dans le genre que j'avais l'habitude de lire. Donc, encore merci pour cette découverte qui confirme ce que vous dites. C'est vraiment... c'est le rôle du libraire tel qu'on l'entend. C'est le modèle français de librairie qu'on défend, qu'on pratique tous les jours et qui est peu présent en Roumanie. Donc voilà, on essaye aussi par notre présence ici de donner l'exemple de comment on peut faire ce métier parce qu'il y a clairement d'autres libraires qui veulent être libraires et non pas vendeurs de livres. Mais pour avoir cette place, idéalement, il faut une librairie indépendante, pas une chaîne, parce que sinon ça devient compliqué. On devient vendeur de livres. Alors, revenons à la rentrée littéraire en France dans son contenu. Cette année, il est souvent question d'histoire de famille. Je pense en particulier à l'une des sorties les plus attendues, qui est déjà dans les librairies, celle du nouveau roman d'Emmanuel Carrère, Kolkhoz, qui porte sur sa mère, l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos. Qu'en pensez-vous, non pas de ce livre en particulier, mais est-ce que vous aimez les histoires de famille ? Moi, j'aime beaucoup les histoires de famille et j'aime beaucoup l'autofiction. Je pense que... j'aime beaucoup aussi les livres très romanesques, épiques, les grandes fresques sur 3 volumes qui font 1200 pages. J'aime ça aussi, mais j'aime beaucoup la littérature très ancrée dans le réel, très proche de ce qu'on peut vivre au jour le jour. Et donc, les histoires de famille, c'est ce qu'il y a de plus banal. On a tous une famille, et si on n'en a pas, c'est aussi notre histoire de famille. Et c'est ce qui régit un peu la société. Et en fait, être dans un texte qui se plonge dans ces dynamiques-là, je trouve que ça va forcément me parler en tant que personne et puis en tant que citoyen. C'est peut-être un peu rapide d'agrandir l'angle si vite de la famille à la société, mais j'ai vraiment l'impression que les dynamiques qui se jouent dans les familles parlent beaucoup des dynamiques présentes dans les groupes et dans la société au sens large. Dans les titres que j'ai déjà lus de la rentrée littéraire, il est effectivement question de famille. Après, j'ai d'autres titres sur ma liste où je connais déjà les sujets, donc oui, il y a des sujets qui parlent de ça. Je ne dirais pas que tout tourne autour de ça. C'est une grande tendance que la presse a un peu relevée.
en lisant un certain nombre de titres, de ces 480, j'ai oublié le chiffre exact. 84, ouais. Mais ce qui est important, je pense, de signaler, c'est que ce n'est pas du tout nouveau. On est sur quelque chose de très commun comme sujet. Et je pensais, en écoutant justement une description, une sorte de analyse de la rentrée littéraire qui parle de cette tendance, je pensais à Romain Gary. La promesse de l'aube. Est-ce que Romain Gary aurait eu sa place dans la rentrée littéraire 2025 ? Oui, puisque c'est une histoire de famille et que c'est un livre résolument moderne qui aurait pu être écrit aujourd'hui, c'est sûr. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui traverse la littérature depuis un moment. Je dirais que le XXe siècle s'est beaucoup préoccupé de ça. Donc ce n'est pas pour moi quelque chose de nouveau. Peut-être ce qui est plus marquant, c'est qu'on a affaire à des situations où c'est plus clairement identifiable qui étaient ses parents. Parce que pour une partie, il ou elle, les mères, les pères étaient aussi des personnalités publiques. Et je pense que c'est peut-être un peu ça qui va... Il y a davantage peut-être d'autofiction. L'autofiction, encore une fois, ça existe depuis un moment aussi, mais l'autofiction centrée sur la famille, c'est peut-être ça qui... Et puis l'aspect psychologique aussi, peut-être davantage bien avant. Oui, mais ça encore, oui. Est-ce que la littérature peut éluder cet aspect ? Est-ce que un personnage peut être décrit sans décrire ses parents, sans décrire son enfance ? Oui, on peut ne pas avoir la description des parents et de l'enfance dans le livre, mais l'écrivain, a priori, va connaître ses parents, il va connaître son enfance, il va connaître son devenir qui explique l'adulte qu'il est devenu. Donc, je pense que c'est bien présent. Peut-être ce qui me semble, dans les quelques textes que j'ai lus différents, c'est l'idée d'époque qui apparaît. Parce que quand on parle de nos parents, on va forcément parler d'une autre époque, d'une autre génération. Et j'ai l'impression que ça, c'était présent dans plusieurs romans. Les années 70, les années 80, les années 60, selon l'âge des auteurs et des autrices, c'était quoi en France ? Qu'est-ce qui se passait dans la société à ce moment-là ? Comment mes parents, mon père ou ma mère, parce qu'il y a souvent un angle comme ça, plutôt sur l'un des deux, comment il ou elle faisait avec cette société française qui était clairement différente de la société que moi j'ai connue en grandissant et aujourd'hui en tant qu'adulte. Et je pense que c'est ça qui est différent dans le livre d'Emmanuel Carrère que vous citez. C'est ça qui est important. Aussi, beaucoup. La personnalité de la mère, oui, mais elle a traversé un peu l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, on a la Seconde Guerre mondiale avec la position de son père qui n'est pas très claire. Est-ce qu'il était collaborateur ou pas ? Sa disparition. On a le bloc de l'Est qui se forme avec cette relation directe à la Russie qui va façonner l'histoire du continent pendant 60 ans. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la famille d'Emmanuel Carrère, donc sa mère, comment elle vit ces changements dans le siècle, comment elle se positionne par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est plus présent. Une drôle de peine de Justine Lévy. Justine Lévy a déjà écrit sur sa mère qui était modèle, qui n'était pas du tout une mère modèle. Là, ce qui est très présent, c'est aussi une certaine image de la parentalité qui n'est pas du tout, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on pratique aujourd'hui. Pour sa mère, c'était plus important d'aller dans des manifestations, de vivre librement, d'être avec ses amis et de vivre sa vie que d'être mère. Et en fait,
On peut dire que c'était une mère toxique, on peut dire qu'elle a traumatisé sa fille, mais en même temps, ça parle d'une époque aussi. Une jeune mère dans les années 70 n'est pas une jeune mère en 2020. Ce n'est pas la même société qu'on vit. Donc, cette mère qui se drogue, qui a des partenaires hommes et femmes multiples, qui laisse sa fille un peu avec tout le monde, bah, ça parle aussi d'une époque. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai senti peut-être davantage. Mhm. Mis à part les histoires de famille, quel genre littéraire vous affectionnez particulièrement? J'aime beaucoup les livres qui parlent de livres, c'est-à-dire la littérature qui parle de comment on écrit, comment on crée la littérature. C'est un peu... vous voyez ces films qui vont présenter un réalisateur et une équipe de tournage. Bah, c'est un peu la même chose. Il y a peut-être un personnage d'écrivain qui est présent, ça peut se manifester comme ça, ou bien il y a des interrogations sur l'écriture. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et si je rajoute ce paragraphe, et si je répète cette idée, et si je dis le contraire de ce que je viens de dire, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le nouveau roman a commencé dans ces interrogations-là. Ça a été poussé plus loin par d'autres auteurs et ça continue d'être présent aujourd'hui dans la littérature. C'est une littérature assez cérébrale, assez difficile à lire, mais je trouve ça assez jouissif parce que c'est abstrait. C'est comme si on regardait un tableau alors qu'on est en Là, train vous de parlez lire. beaucoup de la littérature française. Bah, oui et non. Oui Parce et que non. justement, ce côté cérebral, on le décrit souvent par rapport à les littératures contemporaines espagnoles, par exemple, qui, je ne dirais pas qu'elle est moins cérébrale, mais peut-être moins abstraite, ou Par où on fait exemple, moins attention au style. euh, Le style est très important, non? le style est très important. En France. Euh, je pense que oui, le côté cérebral, intellectuel va toujours rester important en France parce que la tradition est là, bien Mhm. présente. Mais je pense à un auteur argentin, c'est une de mes découvertes de cette année, Eduardo Berti. Il Mhm. écrit en espagnol et il écrit aussi en français. Il est membre de l'Oulipo. Il vit en France maintenant depuis 20 ans. Donc il commence à écrire en français. Et, c'est un exemple d'auteur qui va déconstruire l'écriture. Il a écrit sur son père qui était d'origine roumaine et il a écrit à 2 reprises sur son père, mais du coup, c'est aussi un prétexte pour écrire sur qu'est-ce que c'est la même, pour méditer, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est la mémoire. Alors, ce père que j'ai eu, ok, je me le rappelle comme ci et comme ça, et il faisait ceci, et ensemble. Mais en fait, non, parce que plus tard, quand j'ai parlé avec ma belle-mère, elle m'a dit, donc en fait, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, il y a toute une construction littéraire qui se crée, qui va aller dans le sens de vous êtes en train de lire de la fiction, vous savez, vous lecteur, là tout de suite, ce n'est pas vrai ce que je vous raconte, mais c'est tellement vrai. À chaque phrase, c'est D'accord. vrai. Mhm. C'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte, mais voilà, c'est Très un bien, non, plaisir. on a bien compris, d'accord. Mais bon, pour aller sur des choses peut-être un peu plus tangibles, disons que je découvre ces derniers temps des essais aussi. Je lisais moins d'essais avant et je lis de plus en plus d'essais. Et, Sur là, des thèmes de société. sur les thèmes de société et aussi sur l'individu dans la société, c'est-à-dire qu'est-ce que notre façon de penser et de vivre, comment elle est influencée par la société et comment nous, on influence la société à notre tour. J'ai lu récemment Claire Marin, bien dans sa vie,
bien dans bien dans sa tête, bien dans son corps. On dirait un livre de développement personnel. Ce n'est pas du tout ça. Elle est philosophe, Claire Marin, et elle parle de la place de l'individu, voilà, dans sa vie, dans son corps, dans la société. Elle a plein de références de philosophie, de littérature, un peu de cinéma aussi. Elle parle de comment le regard est modifié dans le temps sur ce qui fait... sur ce qui est bien de faire et de dire en tant que citoyen. Et puis, elle déconstruit ça. Elle dit, est-ce que c'est bien pour nous? Ou est-ce que c'est bien pour la société? Est-ce que c'est... Du coup, elle réfléchit beaucoup aux injonctions sur où devrait être notre place. Et est-ce qu'on se sent à notre place? Ça peut être un travail, ça peut être une organisation de vie. Est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on a des enfants? Où est-ce qu'on habite? Est-ce qu'on est à la campagne ou en ville? Dans quel pays on habite? C'est le pays Vous où on l'avez s'est né. à la librairie, celui-là? Oui, on l'a à la librairie. Ça a l'air pas mal du tout. C'est très vaste comme question et je trouve ça génial en fait de regarder la société à travers l'individu que nous sommes. Mais ces expériences littéraires, artistiques et autres. Vous parlez d'injonction, Elena Diaconou. Je me rappelle d'une conversation que nous avons eue il y a quelque temps et j'avais bien aimé votre façon de dire comment parfois les injonctions de lecture peuvent inhiber paradoxalement la lecture parce que c'est peut-être assez là je veux pas trop m'aventurer non plus mais quand même je trouve que c'est assez propre à la culture française de dire qu'il faut avoir lu tel ou tel classique. Enfin moi personnellement j'ai moins ressenti ça ailleurs et vous êtes un peu contre ces injonctions qui freinent la lecture alors qu'il faut lire. Alors il faut pas non plus perdre son temps dans des choses simplement divertissantes, mais et pourquoi pas. Mais votre message est aussi de dire que ces injonctions de lecture ne vous freinent pas dans la lecture. Toute lecture est une bonne lecture. Mm-hmm. Je pense que le temps passé avec un livre, avec un texte, il peut prendre la forme d'un article, d'un poème. Enfin, c'est pas forcément tout un livre. Toute lecture est une bonne lecture. J'ai envie de dire toute lecture sur papier aussi, parce que si ça nous permet de nous éloigner des écrans, ça sera encore plus fort dans on est en train de s'extraire à quelque chose quand on lit. On n'est pas dans le faire. En fait, c'est inutile, non? On peut dire, la lecture. C'est utile parce que si on lit, je ne sais pas, un rapport pour le travail, ça va nous permettre d'écrire notre propre rapport, de faire des recommandations à notre équipe. Voilà. Mais quand on est dans une lecture plaisir, l'idée d'utilité disparaît. Et je pense que faire des choses inutiles est fortement important aujourd'hui. On est dans une normativité. Tous les moments de notre vie sont un peu normés. Il faut se lever à 4 heures du matin, il faut faire un jogging, il faut boire un grand verre d'eau. Un petit peu plus tard, 4 heures du matin, c'est tôt, quoi. Ça, c'est l'école des lève-tôt. Je pense que c'est un peu passé de mode, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup de tout ce qu'on va réussir dans la vie si on se réveille très tôt. Il faut faire du sport, il faut avoir un super travail, il faut aussi avoir une super vie de famille, il faut avoir une vie sociale incroyable. Et il faut avoir lu, et là la liste commence. Il y a tous les classiques, mais il y a aussi les classiques contemporains, tous ces auteurs dont on parle, qui ont des prix littéraires. Comment ça, t'as jamais lu Emmanuel Carrère? Michel Houellebecq, pour comprendre notre époque, il faut l'avoir lu. Et puis, je sais pas moi, Amélie Nothomb,
la papesse de la littérature française, pareil. Je donne des noms au hasard parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu traître avec les injonctions, c'est que ça va pas que sur une direction. Si on écoute tout ce qu'on nous dit qu'il faut, on s'arrête jamais. Il n'y a jamais de fin à ça. Donc moi, je suis... Enfin, d'avis, c'est quelque chose que je pratique moi personnellement et j'essaye de le suggérer aux clients, surtout aux parents pour leurs enfants. S'il prend un livre, si votre enfant prend un livre, juste achetez ce livre-là. Ne dites pas, c'est une BD, t'as suffisamment de BD, il faut lire un roman. Ne dites pas, ah mais ça, c'est trop fin. C'est pas assez épais. Il faut plus de pages. Vous avez ça Mais tout le temps, tout le temps. Les parents qui veulent que leurs enfants lisent des romans sérieux, des classiques, voilà, bien épais avec beaucoup de textes. Mais non, surtout des enfants qui sont nés et qui grandissent dans notre société où le temps d'attention est tellement court. Juste laisser les enfants lire des BD, c'est génial. Ça veut dire que plus tard, ils peuvent très bien commencer à lire des romans et encore plus tard, ils vont lire peut-être À la recherche du temps perdu. Mais si vous voulez qu'ils lisent, j'en sais rien moi, de Jules Verne à 9 ans, mais au secours. En BD, oui, mais pas... non, oui. mais c'est... Non, et moi, je le sens chez les parents roumains beaucoup. Donc, ça m'étonne ce que vous dites, que vous ne l'avez pas ressenti en Roumanie. Moi, je sens beaucoup ces injonctions de réussite. Et pour réussir, il faut avoir coché tous ces classiques de lecture. On ne va pas regarder la littérature contemporaine vraiment avec sérieux. Parce que c'est pas sérieux, ces livres avec beaucoup de dessins. Et ben voilà, dernière question, vous y avez un petit peu répondu. Cette idée d'injonction que vous avez vous-même venez d'élargir à la société actuelle où on est souvent prisonnier de cette nécessité de, alors là il y a un autre terme, de performance. Et efficacité. Et efficacité. Il faut être efficace. Voilà. Et pour vous, la lecture, c'est donc l'une des meilleures échappatoires. Et en avez-vous d'autres? Les amis. Les amis, je pense que dans l'amitié, dans les relations, enfin dans la famille, si ça se passe bien, on est voilà, dans tout ce qui est relations humaines, plaisir, comme la lecture plaisir, les relations plaisir. On sort de ça, de l'efficacité, de la performance, des injonctions. On est dans quelque chose de humain qui prend son temps, qui permet à chacun de prendre aussi sa place. Et ça, c'est, oui, laissons les discussions sur WhatsApp et sur Instagram avec nos amis et allons les voir. Juste boire un café avec eux, une demi-heure. Voilà, ça c'est pour moi central. Et après, je dirais l'art en général, aller au cinéma, au théâtre, voir des expositions, voir d'autres manières de percevoir la réalité, être dans une diversification des regards sur le monde, enfin de voir combien on peut être différent à voir ce monde. Je pense que ça peut toujours servir à ne pas se sentir soumis à une obligation. Et se balader, aller dans la nature, faire du tricot, j'en sais rien. Moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien enregistrer des sons divers et variés et faire du montage quand j'ai le temps, parce que je suis, encore une fois, comme je disais, la littérature est inutile. Ça, c'est inutile. Si je fais ça, il n'y a pas d'utilité. Mais en fait... qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être dans un espace un peu suspendu où je travaille uniquement avec du son, essayer de créer des atmosphères avec ça, introduire un peu de voix, pourquoi pas, mais ce n'est pas utile, ça me fait plaisir. Et ouais, c'est aller vers l'inutile, je pense que c'est important. Très bien, Elena Diaconou, merci et pour cette belle fin, cet éloge de l'inutilité.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous une nouvelle fois et bonne rentrée littéraire cette fois. Bonne rentrée à toutes et à tous. Merci, chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon week-end. Week-end Placoute, au revoir.